J'ai eu la chance de grandir dans une famille un petit peu atypique, puisque mes parents, Pierre et Michel Rabhi, ont décidé en pleine période d'exode rural de faire le chemin inverse et d'aller s'installer en pleine nature, dans un coin de garrigue, en Ardèche. Ils ont acquis pour cela un morceau de colline où il y avait un mas en ruine qu'il fallait entièrement retaper. Et autour de ce mas, une terre très difficile, très pauvre, très caillouteuse, qu'ils ont entrepris d'enrichir grâce à l'agroécologie. Avec mes 4 frères et sœurs, j'ai grandi dans cette aventure, dans ce chantier permanent, dans cette reconstruction pierre par pierre, où la vie n'était pas toujours simple sur le plan matériel, mais où il y avait une énorme richesse sur le plan de la nature, des animaux et d'une vie plutôt passionnante au quotidien. Avec mes frères et sœurs, nous avons très concrètement pu explorer la nature environnante. Nous allions emmener nos chèvres dans les bois le matin, les ramener le soir. Mais à côté de cela, nous avions une vie plutôt ordinaire puisque nous étions scolarisés à l'école publique. Ça a du sens par rapport à la suite de ce que je vais vous raconter. Puisque j'étais enfant, comme beaucoup d'enfants, une petite fille très heureuse de vivre, presque amoureuse de la vie. J'aimais mes parents, le chat, les nuages, le soleil, un peu tout. J'étais un peu très, très heureuse de vivre. Et puis, petit à petit, mon monde intérieur a commencé à s'assombrir lorsque j'ai pris conscience de ce que c'était que la réalité des humains. Donc j'ai pris conscience de cela en ouvrant les yeux sur tout ce qui m'entourait sur le plan humain, parce que du côté de la nature et des animaux, je trouvais beaucoup de satisfaction. Mais à l'école, notamment, la maîtresse nous racontait des histoires absolument horribles sur l'histoire de l'humanité. Et elle nous racontait ça avec la plus grande banalité, comme si c'était tout à fait normal que des peuples entiers s'entretuent pour se disputer des territoires, pour agrandir l'hégémonie d'un tyran très ambitieux, ou pour des questions idéologiques. Et la petite fille que j'étais était consternée par ce type d'informations. Et petit à petit, j'ai commencé à me poser de réelles questions et même à me demander si je ne m'étais pas trompée de planète en venant sur cette terre. Plus tard, bien plus tard, mais je vais laisser ça pour la fin, j'ai compris pourquoi cette question de la bienveillance humaine que j'attendais en tant qu'enfant était finalement quelque part une logique pour un enfant qui arrive au monde. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Dans la ferme de mes parents, il y avait aussi beaucoup de passages. Des gens qui venaient de tous les horizons. Des artistes, des hommes politiques, des penseurs, des chercheurs, des paysans, de tous les continents, qui venaient partager avec mes parents, qui venaient apprendre, qui venaient découvrir un mode de vie, ou qui avaient envie eux-mêmes de trouver une initiative à la vie ordinaire qui leur était proposée. Donc, dans cette ferme, il y avait un débat constant autour de la table. Beaucoup d'idées s'échangeaient, on se posait des questions sur l'humanité. On s'en pose toujours, hein. Je parle au passé, mais ça n'a pas changé. Sur l'humanité, le destin de l'humanité, la causalité de tout ça. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine a tellement de difficultés pour vivre en harmonie sur cette planète? Pourtant, l'harmonie, je la voyais partout dans la nature. Et ce qui m'est venu, c'est que le problème de l'écologie, finalement, ce n'est pas un problème de la nature. C'est un problème de l'espèce humaine. Sans l'espèce humaine, la nature se porte à merveille. Merci pour elle. Alors, j'ai cherché pourquoi l'espèce humaine se comportait comme ça. Et je me suis appuyée sur la petite fille que j'étais, sur mes ressentis de petite fille, pour comprendre que
la manière dont nous accompagnons les enfants est une raison déterminante de quelque part notre déviance individuelle et collective. Et pour cela, je me suis appuyée sur la recherche de nombreuses personnes, bien sûr, qui ont elles-mêmes investigué cette question. Donc je ne pourrais pas les citer toutes, mais notamment cette recherche m'a conduite à m'interroger en tant que parent au moment où j'attendais mon premier enfant. Attendre une vie humaine, pour moi, ça a été un événement considérable qui m'a demandé toute ma concentration pour accompagner cet enfant dans ses besoins et lui permettre de s'épanouir et de devenir véritablement un humain. Parce que ma foi en l'humain, elle, n'a jamais faibli. Donc je me suis tournée vers des auteurs qui m'ont permis de prendre des décisions, comme celle d'accoucher à la maison. J'ai 4 enfants qui sont nés à la maison. Et l'inspirateur de cela, ça a été notamment Frédéric Le Boyer, avec un livre qui s'appelle « Pour une naissance sans violence ». La violence commence ici. J'ai lu Maria Montessori et cela m'a passionnée parce que, évidemment, très vite, la question de l'instruction, dans un pays où l'instruction est obligatoire, m'a interpellée. Forte de mon expérience à la ferme, qui s'est prolongée dans par l'accueil des enfants dans le cadre d'accueil paysan, avec ma maman qui avait mis cela en place, eh bien, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous enfermons les enfants dans des lieux coupés du monde, fonctionnels, un peu comme dans des prisons, plutôt que de leur permettre de découvrir ce qu'est la vie en explorant la nature, en explorant la société et en étant au contact de tout ce qui se vit de passionnant au quotidien dans notre monde. Et donc, en me questionnant sur la pédagogie, je suis arrivée à la pensée de Maria Montessori, qui, bien qu'elle soit née à la fin du XIXe siècle, avait remis en question les fondements culturels de son époque et avait osé regarder l'enfant d'un regard neuf, avec énormément d'amour et de bienveillance, en se demandant, elle aussi, mais de quoi l'enfant a-t-il besoin pour se construire? Elle a été une des précurseurs qui a pu permettre à l'enfant, remettre l'enfant au centre de l'action pédagogique et lui permettre d'être son propre maître. Et cela m'a fascinée, parce que j'avais encore un conditionnement et je pensais que l'enfant avait besoin d'être éduqué pour devenir conforme. Ce conditionnement-là, petit à petit, m'a quittée. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, les enfants ont beaucoup à nous apprendre sur les besoins qu'ils ont pour grandir et s'épanouir. Seuls, eux-mêmes, savent de quoi ils ont besoin. Celle qui m'a permis ensuite de faire une prise de conscience, alors vraiment fondamentale dans mon cheminement, ça a été Alice Miller, l'auteur d'une douzaine d'ouvrages, une psychothérapeute suisse-allemande, qui a écrit notamment un ouvrage majeur qui s'appelle « C'est pour ton bien », racine de la violence dans l'éducation. Et Alice Miller explique à quel point nous sommes une société qui fabrique de la violence à travers les comportements qu'elle a pour ses enfants. Comprendre cela, ça n'a pas été facile, il m'a fallu plusieurs années de décortiquage, parce qu'il existe une violence que tout le monde reconnaît. La bastonnade, le travail des enfants, l'exploitation sexuelle. Tout cela met la communauté internationale d'accord. En revanche, il existe une autre forme de violence qui est beaucoup plus insidieuse, mais de ce fait aussi beaucoup plus profonde. Et je veux parler de l'éducation. Je veux parler de la domination de l'adulte sur l'enfant. Depuis sa naissance, dans nos sociétés occidentales, mais dans beaucoup de sociétés, il semblerait peut-être qu'il y ait quelques groupes sociaux, peuples premiers qui échappent à cette règle, mais tout autour de la planète, on retrouve cette violence éducative ordinaire. Et je me suis rendu compte, en creusant ce sujet,
qu'il n'y aurait pas de changement de société si nous ne changeons pas nos comportements à l'égard des enfants. Jour après jour, année après année, par des actes éducatifs irrespectueux des besoins profonds de l'enfant, nous l'éduquons à la violence. Et bien sûr, quand je parle de violence éducative ordinaire, je parle de choses très simples, comme la punition, l'évaluation, le jugement, bien sûr les claques et les fessées, la persuasion, le chantage, toutes ces petits poisons qui s'instillent dans la relation à l'enfant et qui lui apprennent, jour après jour, une logique de domination. Cette logique de domination se reporte ensuite à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un village, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un pays et à l'échelle aussi d'une nation contre l'autre. Si depuis tout petit nous apprenons qu'il est correct pour éduquer un enfant, donc pour son bien, de le frapper, de le punir, de le réprimander, de le priver, eh bien, ces comportements-là vont être transposés par la suite. Ils vont déterminer la manière dont il va se comporter en tant que citoyen ou en tant que parent ou en tant que conjoint. Donc, quand j'ai compris ces rouages-là, je me suis dit, là, il y a un énorme chantier à mener. Et d'abord, ce chantier, j'ai dû le mener en moi-même, parce que je n'étais pas du tout préparée à la bienveillance, pas autant que je le voudrais. Donc j'ai dû petit à petit déconstruire un certain nombre de croyances, un certain nombre de conditionnements. J'ai aussi dû regarder avec un regard nouveau tout ce qui se passait autour de moi, tout ce que je pouvais voir dans la société, et me relier à d'autres personnes qui avaient vu cette même violence ordinaire, non seulement à l'égard des enfants, mais aussi entre adultes, dans la manière de communiquer les uns avec les autres. Donc, j'ai fait une investigation personnelle et je me suis formée. Je me suis formée à la communication non violente, à la pédagogie active et à de nombreux autres outils me permettant d'incarner un projet. Donc, ces projets, ils sont nés de tout ce parcours. En 1999, j'ai ouvert dans la ferme de mes parents une école qui s'appelle la ferme des enfants. Dans cette école, l'équipe pédagogique est formée et continue de se former parce que, je vous le disais, c'est un vaste chantier qui nécessite beaucoup de remise en question, à une pédagogie de la bienveillance. Donc nous accompagnons les enfants sans notation, sans punition, sans cri, dans une grande écoute, avec beaucoup de dialogue et avec beaucoup de respect pour ce qu'est chacun. Et pour aller plus loin dans ce projet de cohérence, en 2002, j'ai imaginé avec un ami un nouveau projet pour mettre autour de l'école un lieu qui allait permettre aux enfants de se projeter dans un avenir soutenable. Parce qu'une autre grande violence de notre temps, c'est que la planète est abîmée, c'est que nous sommes dans une forme d'errance idéologique, politique. Il y a une perte de sens pour beaucoup de personnes et surtout une grande incertitude quant aux capacités de notre environnement d'être encore viable dans 10, 20, 30, 40 ans ou 50 ans. Ça, c'est une grande violence pour nos enfants. Donc à un moment donné, j'ai ressenti la nécessité de nous mettre ensemble avec un grand nombre de personnes qui ont contribué pour la création d'un écolieu où nous allions expérimenter une forme de grand laboratoire où nous allions diminuer notre empreinte écologique et vivre dans plus de solidarité. Alors, pour terminer, pourquoi est-ce que la petite fille que j'étais avait raison de penser
qu'il y avait un dysfonctionnement chez les adultes. C'est parce que, en faisant des études d'éthologie plus tard, beaucoup plus tard, je me suis rendu compte que la nature humaine, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que, grâce à la théorie de l'attachement, nous savons que nous sommes déterminés biologiquement pour prendre soin de l'autre et pour avoir un lien d'attachement avec ceux qui prennent soin de nous. Donc, ce lien, cette relation entre humains, cette relation d'amour, cette relation qui produit une hormone qui s'appelle l'ocytocine, nous est absolument indispensable et je compte sur elle pour nous permettre de relever les défis qui nous attendent. Merci.